Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis Louis-David Beaulieu et Émilie Bouchard. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, je suis professeur-chercheur en physiothérapie à l'Université du Québec à Chicoutimi, directeur du laboratoire de recherche BioNR, soit biomécanique, neurophysiologie et réadaptation. Émilie, toi tu es kinésiologue, étudiante au doctorat sous ma direction et la co-direction de la professeure Julie Côté de l'Université d'Ottawa. Tu es récipiendaire d'une bourse de recherche de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité au travail, chargée de cours, mère de 2 enfants, activement impliquée dans des comités à l'université. Donc, si je résume, proactive, dynamique, impliquée, passionnée, ça résume bien ton profil? Oui, quand même. Je pense que ça fait le tour. J'ai réussi à te gêner, là. Oui, quand même. Excellent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un projet que tu as réalisé au début de ton doctorat, qui a mené à la rédaction d'un article. Un article qui est présentement en train d'être évalué par une revue scientifique. Donc, avant de parler plus spécifiquement de ce projet, peux-tu juste brièvement expliquer aux auditeurs pourquoi une clinicienne d'expérience comme toi s'intéresse à la science et décide de revenir aux études? Oui, bien, moi, c'est ça. Après avoir fait mon baccalauréat en kinésiologie, puis mon DESS en exercice thérapeutique, j'ai été 6 ans, en fait, en clinique privée. Puis, j'aimais beaucoup les problématiques d'épaule, puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour dans les formations continues. Puis, j'ai eu comme une espèce de flash qui me disait, bon, qu'est-ce que je fais pour m'aider à mieux comprendre la prise en charge des problématiques d'épaule? Puis, c'est là que j'ai commencé la maîtrise, là, donc en 2020. En parallèle, j'ai continué à travailler en clinique privée. Ça me permettait d'arrimer un peu ce que j'apprenais au niveau de la science, la recherche, à travers les lectures scientifiques. Puis, à la fin, j'ai arrêté de pratiquer en clinique plus par trop de tâches de travail et compagnie. J'ai eu un coup de cœur, en fait, pour la recherche, d'où le pourquoi je suis encore au doctorat. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, j'ai encore le petit côté clinique dans le cœur, là, fait que j'espère qu'un jour, je vais pouvoir arrimer les deux. Mais la recherche, ça nous permet aussi de prendre le temps de lire des éléments clés qu'on fait un petit peu moins en pratique clinique, puis d'appliquer un peu ce qu'on fait en recherche, mais en clinique pour savoir avec les vraies personnes est-ce que ça fonctionne réellement, parce que c'est super intéressant la recherche, mais des fois, c'est comme un peu différent là, quand on rencontre des vrais humains, personnes, puis que là, on doit intervenir. Est-ce que la Émilie des premières années, c'était à l'Université de Sherbrooke que tu avais étudié, est-ce que cette Émilie-là aurait pu penser un jour se retrouver étudiante au doctorat? Non, pas vraiment. Et tes collègues et amis, famille, est-ce qu'ils auraient vu cette trajectoire-là pour toi? Je pense que non, mais on dirait que, je sais pas pourquoi, comme aujourd'hui, ici, à l'UQAC, on dirait qu'on en parle tout le temps de la recherche aux étudiants dès les premières années de baccalauréat. Là, je sais pas si c'est moi qui est trop vieille, mais on dirait que dans mon temps, c'est pas quelque chose qui était qui était apporté chez les étudiants au bac. Donc moi, personnellement, dans ma gang de l'université, je pense, à mon souvenir, j'avais un ami qui avait fait la recherche avec des chats en neuro. C'est tout. Mais on n'en entendait pas parler. On n'entendait pas vraiment parler des professeurs, de leur thématique de recherche, leur spécialisation. On savait juste qu'ils étaient là, puis that's it. Fait qu'on dirait que c'est pas quelque chose qui me passait, moi, dans le visage. Mais aussi, c'est que moi, je voulais travailler en clinique de base. Je voulais faire le DESS, c'était super important. Fait que je me voyais vraiment en clinique au début, là, plus que d'autres choses. Je pense que même si on m'avait approché pour faire la recherche, je suis pas convaincue que j'aurais dit « Ah, mais oui, ça a l'air intéressant », puis je saute dans le bateau, mettons. C'est très intéressant. Puis si je peux me résumer, en gros, il y a un besoin clinique réel qui t'a amené à te concentrer vers la recherche. Fait que c'est pas on est soit chercheur ou on est clinicien. Les deux peuvent avancer ensemble puis s'auto-aider. Oui, définitivement. Merci pour cette tranche de vie. Merci. On va revenir maintenant à ton projet là, qui est le focus de la discussion d'aujourd'hui. Donc, tu as écrit un article qui s'intitule, je vais le traduire en français, « Est-ce que des illusions visuomotrices peuvent améliorer la douleur, la fonction et l'amplitude de mouvement à l'épaule chez les personnes avec capsulite adhésive, une revue systématique avec méta-analyse. » Il y a beaucoup de jargon, beaucoup de termes techniques. On va commencer par rendre le tout un peu plus digeste pour les auditeurs.
Fait que peux-tu d'abord expliquer c'est quoi une capsulite adhésive? Ben oui. Une capsulite, on appelle ça aussi l'épaule gelée, là. Ça touche. En fait, c'est qu'on a une espèce de ballon, là, un grand ballon de capsule. C'est une structure fibreuse qui est autour de l'épaule, qui a un rôle de stabilité qui est très important. Et pour des raisons qui peuvent être différentes, les fibres de cette capsule-là vont changer. Au début, on a comme les premières phases où est-ce que c'est très pro-inflammatoire. Donc, on a des éléments qui s'installent, qui s'apparentent à d'autres maladies auto-immunes. Donc là, c'est des gens qui vivent beaucoup de douleurs. Souvent, les premiers symptômes, c'est de la douleur nocturne. Ils comprennent pas pourquoi les gens, tout d'un coup, ça les fait mal la nuit ou de jour, dans certains mouvements. Ça apparaît comme tranquillement, mais sûrement. Puis, plus ça évolue dans le temps, plus les fibres, ben là, on a moins les modulations inflammatoires. On a plus, comme si les fibres devenaient raides, épaisses. Donc, ce qui fait en sorte qu'on appelle ça la phase fibreuse. Donc là, les gens perdent du mouvement. Et là, autant en actif qu'en passif, aucune raison valable, là, en fait, de perdre ce mouvement-là. Donc, souvent, les gens, exemple, ils ont de la misère à mettre de quoi dans leur poche arrière. Les femmes vont me dire, je suis plus capable d'attacher ma brassière, laver les cheveux, laver en dessous des aisselles. Et puis là, on perd des capacités à faire ces mouvements-là. Mais dans les capsulites dites idiopathiques, il n'y a rien qui l'explique. C'est pas quelqu'un qui a tombé, par exemple, qui a une fracture, qui a eu une immobilisation. C'est juste lentement, mais sûrement et soudain. Malheureusement, surtout chez la femme, il y a des braquettes d'âge, donc 40 ans et plus, 40 à 70 ans, où est-ce que c'est plus prédominant. Donc, en gros, c'est ça. Fait que souvent, les premières étapes, c'est j'ai mal la nuit, je ne comprends pas. Puis tranquillement, on perd la mobilité, la capacité à faire certains mouvements. Donc, malheureusement, c'est pour ça qu'on appelle l'épaule gelée, là, parce qu'elle ne bouge plus. Puis c'est une problématique qui s'installe lentement, mais qui dure longtemps. C'est ça aussi le problème, c'est que ça dure souvent beaucoup plus que juste une année, là. Ça dure la plupart du temps plus de 18 mois, le temps de se résorber. Et malheureusement, on ne peut pas laisser le temps faire les choses, là. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'en réalité, il faut faire de la thérapie, des exercices, il faut essayer de travailler un peu dans la douleur, mais pas trop. Donc, c'est quand même assez énergivore pour les personnes qui souffrent de cette problématique-là. Donc, c'est challengeant à traiter. On ne comprend pas encore très bien les causes. Puis ça cause beaucoup de problèmes pour les personnes qui en vivent. Oui. Puis cette capsule-là, parce qu'elle est, dans le fond, elle est profonde, elle est proche des os. Normalement, elle fait un travail pour garder les os bien ensemble quand on bouge l'épaule. Là, cette capsule-là devient très, très serrée, très raide. Puis on a de la difficulté à aller l'étirer comme il faut. Elle n'est pas juste en dessous de la peau, elle est vraiment très, très profonde. Exactement. C'est quoi les traitements conventionnels qu'on offre normalement aux personnes qui ont une capsulite adhésive? Bien, il y a deux approches différentes, là. On a les traitements qu'on dit non invasifs, là. Donc souvent, ça va être la thérapie manuelle. Donc le thérapeute va vouloir travailler la capsule, l'étirer au maximum de sa capacité. Puis on demande aux gens d'habitude de faire des exercices quotidiennement. La deuxième étape, si jamais, souvent parce que malheureusement, il y a des personnes parce que la douleur est très, très, très prédominante et ça marche plus, là, ils dorment plus, etc. Donc là, souvent, on va prendre le chemin du côté plus invasif. On parle d'infiltration, de corticostéroïdes, on peut parler d'arthrodilatation dans le fond, une arthrodilatation, c'est qu'on va injecter beaucoup, beaucoup de liquide dans la capsule, dans le ballon, dans le but d'essayer de la gonfler au maximum. Donc là, on peut aller vers ça aussi. Des fois, c'est combiner les deux. Donc, on injecte un peu pour diminuer la douleur, puis en parallèle, on continue les exercices. Dans les pires cas, il y a certains types de chirurgie qu'on va devoir aller faire. Mais sinon, en général, ça se regroupe un peu autour de ces différentes approches-là. Mais peu importe ces approches, même l'arthrodilatation, c'est pas miraculeux, là. C'est pas parce qu'on injecte de l'eau dans le ballon que le ballon, tout d'un coup, est super grand et que tout est beau. Malheureusement, c'est pas ça encore qui se passe, là. Fait que des fois, il y en a qui vont subir 2-3 arthrodilatations dans leur année, 2-3 infiltrations selon le niveau de douleur. Donc, en gros, c'est ça. Fait que peu importe la voie, que ce soit invasif, non invasif, c'est pas miraculeux. OK. Donc, on a des options thérapeutiques, mais le taux de succès reste insatisfaisant. Oui. Puis, comme ça persiste sur plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a un réel besoin de trouver des nouvelles façons, peut-être, ou des façons différentes de traiter la capsulite pour aider les personnes à retourner le plus vite possible à leur une vie agréable et normale d'un point de vue du mouvement de l'épaule. Définitivement. Donc tout ça, je pense, met bien la table pour l'intérêt de faire un doctorat sur le sujet de la capsulite adhésive et comment la traiter. Fait qu'on va revenir un peu plus dans du complexe recherche. Fait qu'on revient
plus proche de ton projet maintenant. Si je reviens à ton titre, donc le focus du travail semble tourner autour là, des illusions visuomotrices. Je pense que les auditeurs auraient besoin d'avoir un peu plus de détails là, sur ça mange quoi en hiver, une illusion visuomotrice. Bien, en fait, c'est des approches thérapeutiques. Il y en a que ça fait longtemps que ça existe, en fait, là, ça fait des années, souvent utilisé avec d'autres types de problématiques, soit de la douleur chronique, le fameux aussi, la douleur du membre fantôme, là, donc des gens qui ont une amputation vont vivre la douleur du côté du membre amputé. Donc, il y a des approches qui ont été utilisées pour essayer de stimuler le cerveau, à dire... Sinon, c'est pas si pire que ça. Il n'y a pas de douleur ou ça va aller, ça va bien. Dont la thérapie par le miroir. Donc, on met le miroir devant la personne pour voir seulement le côté sain ou le côté non amputé. On fait bouger ce côté-là devant le miroir, puis là, ça donne une illusion que le côté atteint, il bouge très bien puis qu'il n'y a pas de douleur. Et il y a des études qui ont démontré que ça aide énormément, soit sur la diminution de la douleur, puis des études aussi qui ont étudié le cerveau. Fait que ça crée, on appelle ça une plasticité positive, là. Donc, au lieu d'avoir des réseaux dans le cerveau qui sont plus utilisés ou sous-utilisés, bien, ils sont stimulés finalement. Donc, en gros, c'est ça. Fait qu'il y en existe quelques-uns. La thérapie par le miroir, on appelle ça aussi l'imagerie motrice graduée. C'est des petites séquences là, qu'on fait là, pour faire stimuler le cerveau, travailler le cerveau, encore une fois, dans le but de diminuer la douleur ou de reprogrammer un peu les mouvements. Puis, on appelle ça aussi l'action observation-thérapie. Un peu, en fait, les athlètes qui vont écouter vont comprendre c'est quoi, là. C'est de vouloir, on visualise un mouvement ou on regarde quelqu'un d'autre faire le mouvement en se disant, nous aussi, on est capable de le faire. Dans ce cas-ci, ça serait sans douleur, mais chez les athlètes, c'est programmer un mouvement dans une compétition, par exemple. Puis, ça a été démontré que d'observer quelque chose ou d'imaginer quelque chose stimulait les mêmes zones du cerveau que lorsqu'on fait la tâche aussi. Donc là, ça, c'est des approches que nous, on a trouvées avec la revue systématique, qui ont utilisé avec les cas de capsulite. Voilà. Bien, merci. Très, très clair. Puis on voit, dans le fond, qu'avec ces approches-là, on essaie de s'éloigner vraiment de la capsule elle-même. Puis de s'en aller voir quelles sont les conséquences ou les effets un petit peu plus haut dans la chaîne, donc dans les endroits du cerveau qui s'occupent de ressentir les mouvements à l'épaule, de ressentir la douleur, puis de contrôler en retour l'épaule. Donc j'imagine si les personnes ont pendant des mois et des mois de la douleur et des restrictions de mouvement, ben ces régions-là du cerveau sont moins stimulés ou sont stimulés différemment. Fait que là, l'idée, c'est en jouant avec des miroirs ou en jouant avec de l'observation ou de l'imagination, on veut donner l'impression, donc une fausse impression, une illusion, que l'épaule bouge sans douleur. Exactement. Dans le but de préserver ces régions-là du cerveau qui, on pense, sont atteintes en capsulite. Est-ce que ces approches d'illusion visuomotrice jusqu'à maintenant ont été données seules? Est-ce qu'elles fonctionnent seules ou on a encore besoin de faire bouger l'épaule quand même chez les personnes avec capsulite? Mais techniquement, à ce jour, on ne peut pas vraiment répondre à la question. Avec l'exercice de la revue systématique, ce qu'on a découvert, c'est que les auteurs qui ont utilisé des approches visuomotrices, très souvent, c'était combiné avec beaucoup de modalités différentes. La glace, la chaleur, les exercices, des fois, il y avait du tense, des fois, c'était jusqu'à 5-6 modalités différentes, plus l'approche visuomotrice. Donc, la conclusion à la fin, c'est si on voudrait utiliser juste les illusions, est-ce que ça marche ou non? Mais on ne peut pas répondre à cette question-là. OK. Donc, si je comprends bien, on part du principe que les traitements conservateurs fonctionnent jusqu'à un certain point. Puis là, on essaie de voir si on ajoute quelque chose de plus qui s'éloigne de l'épaule, puis qui s'en va un peu plus comment les informations provenant de l'épaule sont traitées par le cerveau. Est-ce que les deux ensemble, finalement, peuvent nous amener un petit peu plus loin? C'est un peu ça la réflexion. Exactement. Super. OK. Et finalement, dernière question, toujours sur le titre. On n'est pas encore très loin, mais vous allez voir, on va accélérer. Il s'agit d'un projet qu'on nomme Revue systématique avec méta-analyse. Fait que, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce type de projet de recherche? Puis c'est quoi sa valeur pour faire avancer la science sur le sujet? Oui, bien, une revue systématique de base, c'est qu'on se pose une question. Dans ce cas-ci, c'est est-ce que les approches visuomotrices avec la capsulite, est-ce que ça apporte des gains? Donc, dans la revue systématique, c'est juste de voir, bon, qui a fait ça? Combien de personnes l'ont fait? Comment les articles ont été faits? Donc, on évalue la qualité de ces articles-là aussi, ce qui nous permet d'aller chercher un petit peu plus de poids. Donc, est-ce que c'est des études qui ont utilisé un groupe contrôle? Est-ce qu'il y a une randomisation? La méthode en général, comment ça a été fait?
Puis quand on s'en va vers la méta-analyse, là, on est capable de prendre, en fait, tous les articles, toutes les personnes, les participants qui ont été dans ces articles-là, mais c'est comme si on les mettait dans un bloc. Donc, au lieu de prendre un article qui avait 20 participants, par exemple, bien là, on peut en avoir 1000. Un chiffron, là. Puis après, on peut faire des tests statistiques, ce qui nous permet de voir à la fin, est-ce que ça pourrait réellement fonctionner? Donc, la méta-analyse, ça permet de répondre à la question si oui ou non ça fonctionne avec des tests statistiques. Tandis que la revue systématique elle est là plus pour dire qu'est-ce qui se passe, comment c'est fait, puis est-ce que ça fonctionne ou pas, mais sans aller nécessairement en profondeur dans l'analyse statistique. On fait juste rapporter ce qui a été fait en ce moment par les auteurs. Donc, quand on combine les deux, bien, ça nous permet de voir qu'est-ce qui a été fait, de rapporter ces éléments-là, puis de dire à la fin si on est capable de faire une conclusion, oui ou non. Ça peut être non, puis dire, bien, qu'est-ce qu'on ferait comme suggestion pour les prochaines études, par exemple, suite aux données qu'on a trouvées. OK, mais ça l'explique, je pense, assez bien. Ça cadre très bien là, la pertinence d'une revue systématique et méta-analyse. Dans le fond, pour ceux qui sont plus sur le terrain, la partie revue systématique sauve du travail plutôt que de lire, par exemple, les 20 articles individuels qui ont été publiés sur le sujet. Mais la partie revue systématique va les présenter d'une manière résumée et va les critiquer d'un point de vue de leur qualité. Il va permettre de se faire une idée plus globale de la littérature. Ouais. La méta-analyse, quant à elle, permet, au lieu de, on lit un article, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, je vais aller en lire un deuxième, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, les illusions, et ainsi de suite. La méta-analyse permet de combiner tous les résultats qui sont similaires entre les articles pour avoir un indice global de ça fonctionne-tu ou ça ne fonctionne pas. Donc là, on ajoute quelque chose de nouveau grâce à la méta-analyse qui n'existait pas quand on regarde les études séparées. Exactement. Fait que j'espère en tout cas que les auditeurs sont convaincus que ici c'était pertinent de faire ce genre de travail-là, puis que la revue systématique et méta-analyse pouvait aider à faire avancer la question. OK, donc pour aller un petit peu plus vite sur la méthodologie et arriver rapidement sur les résultats importants, donc je sais parce que je t'ai dirigé, j'étais impliqué dans le processus. Donc, avec l'aide de certains collègues, on salue d'ailleurs Lydiane Lausier, merci pour ton implication. Définitivement, oui. Et Julie Côté qui est co-autrice aussi là, du travail. Donc, avec l'aide de ces personnes-là, tu as scruté la littérature, tu as fait une recherche systématique pour être sûr de ne pas manquer d'articles importants. Tu as choisi les bons articles qui respectaient nos critères de sélection, tu as évalué leur qualité, de résumer leurs trouvailles les plus intéressantes. Et pour les études qui avaient un groupe avec traitement visuomoteur et un groupe contrôle, donc on pouvait voir un contraste entre les deux. Pour toutes ces études-là, qui ont mesuré la douleur, les amplitudes de mouvement et la fonction à l'épaule, on a pu faire cette méta-analyse, combiner ensemble les résultats de chaque étude pour avoir un indice global là, d'effet, qui soit en faveur du groupe qui a donné les illusions visuomotrices, ou en faveur du groupe contrôle. Fait qu'ici, dans ce cas-là, ça serait, il n'y a pas d'effet supplémentaire de désillusion, voire ça peut être un effet délétère. Donc, beaucoup d'heures derrière tout ça. C'est un travail quand même qui a demandé un peu d'énergie. Quel est le résultat pour l'instant qui est selon toi le plus intéressant ou le plus clair qui ressort de ce travail-là? Bien, le seul résultat statistiquement significatif en tant que gain, c'était la flexion active. Là. Donc, quand les gens lèvent les bras vers l'avant, il y avait une amélioration significative là, lorsqu'on ajoutait l'approche visuomotrice. Pour ce qui est des autres, donc on parle de la rotation externe, l'abduction, la douleur, puis le SPADI. Le SPADI, c'est un questionnaire qui nous permet d'évaluer l'état fonctionnel, là. Donc un peu ce que je nommais tantôt, êtes-vous capable de mettre de quoi dans une tablette ou laver vos cheveux, comment ça va, tout ça. Donc le reste, il n'y en avait pas, malheureusement, d'amélioration. Des fois, on était proche, mais entre autres, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qu'on a réussi à trouver et à garder pour la méta-analyse de 1. Il y avait beaucoup d'articles, il y avait très peu de personnes aussi qui ont participé au projet de recherche. Il y avait beaucoup de variances sur les différents tests qui avaient été utilisés, les différentes modalités qui avaient été appliquées. Donc, en bout de ligne, c'est que oui, il y aurait potentiellement une certaine amélioration plus intéressante pour la flexion. Les autres modalités, on pourrait juste dire non pour le moment. Mais à la fin, justement, dans nos discussions, conclusions, mais il y a beaucoup de choses là, qui varient dans tous les différents types d'études, ce qui fait en sorte que c'est dur que même pour la flexion, on se dit oui,
Mais en même temps, on ramène le fait qu'il faut faire attention à tout ça, là, parce qu'il y a beaucoup de variabilité, d'hétérogénéité dans la manière dont les articles ont été faits. Fait qu'il faut se garder encore une petite gêne avant de se dire « Ah oui, c'est vraiment intéressant » parce qu'on gagne vraiment plus facilement en flexion là, que si on fait juste les modalités conventionnelles. OK. Puis on parle de combien d'études publiées sur le sujet jusqu'à maintenant? Bien, nous autres, ce qu'on a trouvé, puis encore là, il faut faire attention, nous autres, on a gardé ceux-là qui avaient vraiment des types d'interventions par rapport à ça. Fait qu'il y en a d'autres qui ont évalué les changements ou comparer le côté sain versus le côté atteint, etc. Donc, ceux qui ont utilisé ça à titre d'intervention, il y en avait 8 au total, mais on en a gardé 6 pour la méta-analyse parce que souvent, ils ne faisaient pas des comparaisons avec un groupe contrôle. On a une étude que c'est une seule et unique personne qui a fait partie du projet, donc elle, super intéressant pour la revue systématique, mais on ne peut pas la garder pour la méta-analyse. Donc, il n'y en a pas beaucoup non plus. Puis quand on décortique, bien, il y en a une qui a utilisé l'action observation-thérapie. Il y en a quelques autres qui ont utilisé l'imagerie motrice graduée. Il y en a quelques-unes qui ont utilisé juste le miroir. Donc, déjà, juste l'approche visuomotrice, en soi, ça varie de base en plus. Donc, ce qui amène beaucoup de variabilité là, dans les résultats à la fin. Donc, il n'y a pas beaucoup de similarités entre les études, ce qui nous empêche là, de porter un jugement qui est clair. Exactement. Il ne semble donc pas avoir de consensus sur ce domaine-là, sur comment faire les traitements visuomoteurs, quelles sont les mesures à prendre. Et ça rajoute là, une variabilité dans les résultats entre les études, ce qui nous empêche d'avoir une conclusion claire. On a quand même des indices intéressants, comme tu disais, sur la flexion de l'épaule, mais c'est une variable parmi plusieurs autres qui n'ont pas changé. Donc, on reste prudent. Oui. Puis les études, tu parlais tout à l'heure qu'ils n'étaient pas c'est pas des grands échantillons. C'est à peu près combien en termes de participants en général? La moyenne, c'est en bas de 20 participants. Fait qu'il y a une étude que c'était 36. Fait que c'est une des plus grosses là, que justement, la personne, les auteurs ont calculé le combien qu'ils devaient recruter pour aller chercher une puissance statistique. Les autres, des fois, c'est juste 10. Il y a un case report, comme je disais, que c'était une personne. Donc, il y a beaucoup Fait qu'il y en a, par exemple, c'était 12 par groupe. Donc là, c'est ça. Ça n'en fait pas vraiment beaucoup à la fin là, pour comparer réellement des résultats sur ce type d'intervention-là. Là. OK. Donc, l'idée ici derrière, c'est qu'on a pas assez de personnes pour être représentatif finalement de la population générale, ce qui fait qu'on peut difficilement là, généraliser les résultats et on peut se questionner sur est-ce qu'on aurait pu trouver des résultats différents si on avait recruté 20 personnes de plus ou 30 personnes de plus. Exactement. Donc, on a encore un peu de travail à faire dans ce domaine-là, avoir des études qui sont un petit peu plus fortes en termes d'échantillons pour avoir des résultats qui sont un peu plus clairs. Puis dans ce cas-là, pour une méta-analyse, ça peut aider à faire changer les observations d'un point de vue statistique. Exactement. Une chose, moi, que j'ai trouvé intéressante dans la discussion que tu as amenée dans l'article, donc on a recueilli quand même beaucoup d'informations sur chacun des articles, sur toutes les mesures qui ont été prises par ces personnes-là. Fait que pour la revue systématique, là, on a beaucoup de tableaux qui résument là, à l'essentiel qu'est-ce que les études ont fait. Pour la méta-analyse, on a choisi quelques mesures d'effet qui nous intéressaient, la douleur, les amplitudes de mouvement et la fonction. Trouves-tu qu'il manque une catégorie de mesures qui aurait pu être intéressante considérant le thème des illusions visuomotrices qui ne semble pas avoir été faite par personne, aucune étude? Oui, bien définitivement. Techniquement, l'imagerie de l'illusion, on l'a dit tantôt, là, c'est pas là pour stimuler l'épaule en soi, là. On est là pour stimuler le cerveau. Puis il n'y a pas aucune étude. Pourtant, des fois, c'est des modalités qui adressent là, le cerveau et compagnie, mais ils n'utilisent rien. Pas d'imagerie, pas de stimulation magnétique transcrânienne. Donc, rien qui nous permettrait de voir, OK, parfait, en périphérique, il n'y a pas de changement. Mais mettons qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a des changements? Mais ça, c'est sûr que la réponse, c'est on ne sait pas. Il n'y a aucune étude qui a utilisé des modalités pour évaluer ce chemin-là, s'il y avait eu des améliorations ou non. Puis, moi, ce que je trouvais drôle, pour qu'on en a parlé dans notre discussion, c'est que des fois, dans les articles, ils mentionnaient beaucoup ces éléments clés, comme si c'était un objectif d'évaluation dans leur projet, mais ils ne pouvaient pas conclure à la fin qu'il y avait eu des changements dans leur objectif parce que c'est pas une modalité qui a réellement été étudiée. Donc, c'est comme si on délaissait un petit peu le cerveau, même si on plonge beaucoup à l'intérieur de ce genre de thérapie-là, qui est complètement différente que la thérapie manuelle, que des exercices, que l'infiltration, par exemple.
Fait qu'il y a un décalage entre le rationnel derrière l'approche, puis ce qu'on fait pour venir confirmer ce rationnel-là par la suite. Donc, même si, par exemple, des études rapportent une amélioration de la douleur, de la fonction, des amplitudes de mouvement, on n'a encore aucune idée qu'est-ce que ça va changer réellement au niveau du cerveau, qui était un peu la vedette derrière les approches visuomotrices. Ouais. Donc, j'imagine pour les recommandations qu'on souhaite par la suite, c'est que des personnes s'intéressent, oui, aux effets cliniques, c'est important, mais aussi d'aller sonder les effets un petit peu plus neurologiques derrière. Peut-être qu'on manque, on manque d'informations sur cette partie-là, ce qui peut expliquer en partie pourquoi les résultats pour l'instant sont peu convaincants ou sont variables. Pour un peu, on se rapproche de la fin là, de nos questions pour aujourd'hui. Peut-être juste nous expliquer comment ça s'est passé, ce projet-là, parce que tu es au doctorat, c'était un projet que tu as lancé au début, ton doctorat. Donc, entre le moment où tu as eu l'idée de faire le projet, puis maintenant, c'était quoi les grandes étapes pour en arriver avec là, un article qui est présentement en révision? Mais quand on est au doctorat, il faut présenter notre projet de recherche, puis basé sur la littérature, de un. Nous, mon projet de recherche, c'est même chose qu'Apsulite, mais mon protocole d'intervention, c'est qu'on utilise un appareil de vibration qui va induire aussi des illusions de mouvement. Donc, on va stimuler les tendons, on va les vibrer, puis quand on est au repos, les yeux fermés, on a vraiment l'impression que notre bras bouge, mais en réalité, il reste à la même place. Donc, mais là, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont utilisé des types d'illusions X, Y, Z avec les cas de capsulite pour me permettre d'asseoir mon projet basé sur sur du rationnel. Malheureusement, il n'y en avait pas qui ont utilisé la vibration tendineuse avec les capsulites. Il y a d'autres modalités qui ont été sorties. Donc ça m'a permis de faire mon premier article. Il y a des gens qui ont utilisé la vibration avec d'autres types de problématiques d'épaule. Fait que j'ai pu jouer un peu sur ces modalités-là pour dire, ça peut être intéressant aussi avec les cas de capsulite. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de le faire au début. C'est que moi, si je veux présenter mon protocole de recherche, vendre mon projet, puis dire, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et voici pourquoi, il fallait que j'aille voir un peu qu'est-ce qui se passait dans la littérature. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire les illusions visuomotrices. Puis c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup sur les termes pour essayer d'aller englober tout ça, là. Puis à la fin, c'est un peu ça qu'on a réussi à trouver. Puis ça me permet, moi, de prouver que mon projet est valable. Il pourrait vraiment être intéressant si jamais il y a des modalités extrêmement intéressantes qui en ressortent. Nous, par contre, l'avantage, c'est qu'on regarde, comme les autres auteurs, là, tout ce qui se passe en clinique, donc l'amplitude de mouvement, la douleur, la fonction. Mais nous, on ajoute le petit côté, le petit chemin là, neurologique. Là, donc, qu'est-ce qui se passe jusqu'en haut là, de tout ça? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? J'imagine que les auditeurs avaient compris qu'on s'en allait vers là aussi. Donc, en tout et pour tout, là, un travail intéressant pour démarrer ton doctorat. Ça fait un peu plus d'un an que tu travailles sur ça. L'article a été soumis avant l'été. Au mois d'avril. Au mois d'avril. On a eu les réponses tout récemment. Oui. Avec deux évaluateurs experts qui nous ont pas manqué. Donc, on est en train de travailler sur les réponses. Oui. Donc, ça, c'est une expérience intéressante. Vraiment. Juste pour aider les auditeurs qui ne sont pas dans le domaine, en arriver avec un article publié, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années de travail acharné. Mais après ça, on est bien fiers, puis on peut partager nos découvertes à tout le monde après ça. Exactement. Donc, j'ai pas mal terminé les questions que j'avais prévues pour toi. Ça va? Je t'ai pas trop... non, ça a bien été. Pas trop de champ gauche, pas trop de surprises. Ça a bien été. J'aurais pu me permettre plus, finalement. Ça a été un plaisir, Émilie, d'avoir partagé cet épisode de balado ensemble. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de Parlons douleur, quoique ce ne sera pas nous qui va le faire. Non, c'est ça. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!